Le monde de Narnia. Le prince Caspian. À Marie-Claire, Havard. Chapitre 1. L'île. Il était une fois 4 enfants qui se prénommaient Peter, Suzanne, Edmund et Lucy. Un autre livre, intitulé Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, a raconté l'aventure extraordinaire dont ils avaient été les héros. Un jour, en ouvrant la porte d'une armoire magique, les enfants s'étaient retrouvés dans un monde complètement différent du nôtre. Et dans ce monde différent, étaient devenus les rois et les reines d'un pays appelé Narnia. Pendant leur séjour à Narnia, ils eurent l'impression de régner durant de longues et longues années. Et lorsque Peter, Suzanne, Edmund et Lucy rentrèrent par la porte de l'armoire et se retrouvèrent en Angleterre, il apparut que toute leur histoire n'avait pris aucun temps. En tout cas, nul n'avait remarqué leur absence. Ils ne parlèrent à personne de ce qui leur était arrivé, à l'exception d'un vieux monsieur plein de bon sens et de sagesse. Il y avait 1 an déjà que tous ces événements s'étaient produits, et pour le moment, les 4 enfants étaient assis sur un banc dans une petite gare de campagne entourée par des piles de valises et de boîtes de jeux. Ils étaient en route pour retourner en classe et avaient voyagé ensemble jusqu'à cette petite gare située à la jonction de 2 lignes. Ici, dans quelques minutes, un train arriverait qui emmènerait les petites filles vers une école, puis une demi-heure plus tard, environ, un autre train s'arrêterait et les 2 garçons partiraient pour un autre collège. La première moitié du voyage, lorsqu'ils étaient encore réunis, leur avait semblé toujours faire partie des vacances. Mais maintenant qu'ils étaient sur le point de se dire au revoir et de s'en aller dans différentes directions, chacun se rendait compte que les vacances étaient vraiment terminées, et chacun sentait renaître en lui les sentiments liés au début du trimestre. Lucy allait en pension pour la première fois. C'était une gare de campagne déserte, endormie, et il n'y avait pratiquement personne sur le quai en dehors d'eux-mêmes. Soudain, Lucy poussa un petit cri aigu, comme quelqu'un qui a été piqué par une guêpe. « Qu'y a-t-il, Lucy » demanda Edmund. Mais il s'interrompit brusquement et fit un bruit qui ressemblait à « Oh !»« Que diable !» commença Peter, et puis lui aussi modifia brusquement les paroles qu'il allait prononcer. À leur place, il s'exclama. « Suzanne, lâche-moi ! Que fais-tu ? Où me tires-tu ?»« Je ne te touche pas, » rétorqua-t-elle. « Mais par contre, il y a quelqu'un qui est en train de me tirer en arrière. »« Oh ! Oh, arrêtez !» Chacun remarqua que le visage des autres était devenu très blanc. « J'ai exactement la même sensation, » dit Edmund d'une voix oppressée. « C'est comme si j'étais traîné de force en arrière, une force effrayante. Horreur, voilà que cela recommence. Pour moi aussi, gémit Lucy. Ah, je ne peux pas le supporter. Attention, cria Edmund. Donnons-nous la main et restons ensemble. C'est la magie. Je reconnais cette sensation. Vite. Oui, approuva Suzanne. Donnons-nous la main. Ah, comme j'aimerais que cela s'arrête. Un instant plus tard, les bagages, le banc, le quai et la gare avaient complètement disparu. Les 4 enfants, haletants et main dans la main, se retrouvèrent debout dans un lieu planté d'arbres, et d'arbres si serrés que, de toutes parts, des branches les piquaient et qu'ils avaient à peine la place de remuer. Ils se frottèrent les yeux et respirèrent profondément. « Oh, Peter !» s'exclama Lucy. « Penses-tu que nous soyons revenus à Narnia ?»« Cela pourrait être n'importe où, » répondit-il. « Je ne vois pas à 1 mètre à cause de tous ces arbres. Essayons d'atteindre un endroit découvert, à condition qu'un tel endroit existe. » Avec pas mal de difficultés, au prix de quelques piqûres d'ortie et égratignures d'épines, ils réussirent à se frayer un chemin hors du fourré. Alors, ils eurent une autre surprise. Tout devint beaucoup plus clair, et au bout de quelques pas, ils se retrouvèrent à la lisière du bois, surplombant une plage de sable fin. À quelques mètres de là, une mer très calme se brisait sur le sable, avec des vaguelettes si minuscules qu'on entendait à peine leur clapotis.
Il n'y avait pas de terre en vue et aucun nuage dans le ciel. Le soleil était à peu près là où il devait être à 10 heures du matin, et l'eau était d'un bleu éblouissant. Ils passèrent quelques instants à humer le parfum de la mer. « Bigre !» s'exclama Peter. « Ce n'est pas mal !» 5 minutes plus tard, chacun était pieds nus et barbotait dans l'eau claire et fraîche. « C'est plus agréable que d'être enfermé dans un train mal aéré, en route vers le latin, le français et l'algèbre !» déclara Edmund. Puis pendant un long moment, les enfants restèrent silencieux, uniquement occupés à barboter et à chercher des crevettes et des crabes. « Tout de même, » finit par dire Suzanne, « je pense que nous devrions faire quelques plans. Nous aurons bientôt envie de manger quelque chose. »« Nous avons les sandwichs que maman nous a donnés pour le voyage, » répondit Edmund. « Tout du moins, j'ai les miens. »« Moi pas, » dit Lucie. « Ils étaient dans mon petit sac. »« Les miens aussi, » dit Suzanne. « Les miens sont dans la poche de mon manteau, là-bas sur la plage, » précisa Peter. « 2 déjeuners pour 4, cela ne va pas être très amusant. »« Pour l'instant, » dit Lucie, « j'ai plus envie de boire que de manger. » Tous les autres s'aperçurent alors qu'ils avaient très soif, comme c'est habituellement le cas après avoir pataugé dans l'eau salée sous un soleil brûlant. « C'est comme si nous étions naufragés, » remarqua Edmund. « Dans les livres, les héros trouvent toujours sur leur île des sources d'eau claire et fraîche. Nous ferions bien de les chercher. »« Cela veut-il dire que nous devons retourner dans ce bois si touffu ?» s'inquiéta Suzanne. « Pas du tout, » répondit Peter. « S'il y a des rivières, elles doivent obligatoirement se jeter dans la mer, et si nous marchons le long de la plage, nous devons obligatoirement les trouver. » Ils revinrent donc sur leurs pas, en pataugeant, traversèrent d'abord la bande de sable lisse et humide, puis montèrent sur le sable sec et friable, qui colle aux orteils, et entreprirent de mettre leurs chaussettes et leurs chaussures. Edmund et Lucie avaient envie de les laisser là et de partir en exploration pieds nus, mais Suzanne dit que ce serait de la folie. « Nous pourrions ne jamais les retrouver, » fit-elle observer, « et nous en aurons besoin si nous sommes encore là à la tombée de la nuit, quand il commencera à faire froid. » Une fois habillés, ils se mirent en route le long du rivage, avec la mer sur leur gauche et le bois sur leur droite. À l'exception d'une mouette qui passait de temps à autre, c'était un endroit extrêmement silencieux. Le bois était si touffu et si broussailleux que les enfants ne pouvaient pas voir à l'intérieur, et rien n'y bougeait, pas un oiseau, pas même un insecte. Les coquillages, les algues et les anémones, ou bien les minuscules crabes dans le creux des rochers, tout cela, c'est très joli, mais l'on s'en lasse bien vite quand on a la gorge sèche. Et depuis qu'ils étaient sortis de l'eau fraîche, les enfants sentaient leurs pieds lourds et brûlants. Suzanne et Lucie avaient leur manteau de pluie à porter. Edmund avait posé le sien sur le banc de la gare juste avant que la magie ne s'empare d'eux. Peter et lui se relayaient pour porter le lourd par-dessus de Peter. Soudain, le rivage dessina une courbe vers la droite. Environ un quart d'heure plus tard, après qu'ils eurent franchi un banc de rochers, prolongé par un promontoire, le rivage fit un brusque coude. Les enfants tournaient maintenant le dos à la partie de la mer qui leur était apparue au moment où ils étaient sortis du bois, et désormais, en regardant droit devant eux, ils pouvaient voir, au-delà de l'eau, une autre côte recouverte de bois épais et tout à fait semblable à celle qu'ils étaient en train d'explorer. « Je me demande si c'est une île ou bien une partie de la côte que nous allons bientôt rejoindre, » dit Lucie. « Je ne sais pas, » répondit Peter. Ils continuèrent en silence leur marche lente et pénible. La côte, sur laquelle ils cheminaient, se rapprochait de plus en plus de la côte opposée, et chaque fois qu'ils contournaient une pointe, les enfants s'attendaient à trouver l'endroit où les 2 rivages se rejoindraient. Mais chaque fois, ils étaient déçus. Ils atteignirent un amas de rochers qu'ils durent escalader, et de là-haut, ils purent voir loin devant eux et... « Ah zut !» s'écria Edmund. « Quelle poisse ! Nous ne pourrons jamais atteindre ces autres bois. Nous sommes sur une île. » C'était exact. À cet endroit, le passage entre eux et le rivage opposé n'avait que 25 à 30 mètres de large. Mais ils pouvaient voir à présent
que c'était la passe la plus étroite. Plus loin, leur propre rivage tournait à nouveau vers la droite, et ils voyaient, entre eux et la terre ferme, se déployer la haute mer. Il était évident qu'ils avaient déjà parcouru plus de la moitié du tour de l'île. « Regardez !» s'écria soudain Lucie. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle tendit le doigt vers une longue chose argentée qui ressemblait à un serpent couché en travers de la plage. « Une rivière ! Une rivière !» s'exclamèrent les autres, et fatigués comme ils étaient, ils dégringolèrent les rochers sans perdre une minute et se précipitèrent vers l'eau douce. Ils savaient que la rivière serait meilleure à boire un peu plus haut, à l'écart de la plage, c'est pourquoi ils se dirigèrent immédiatement vers l'endroit où elle sortait du bois. Les arbres poussaient toujours aussi drus, mais la rivière s'était creusée un lit profond, entre de hautes berges tapissées de mousse, si bien qu'en se baissant l'on pouvait remonter son cours dans une sorte de tunnel de feuillage. Ils tombèrent à genoux à la première mare, qui était toute transparente et comme striée de ridules, et ils burent longuement. Puis ils plongèrent leur visage dans l'eau et y trempèrent leurs bras jusqu'aux coudes. « Et maintenant ?» demanda Edmund. « Que faisons-nous de ces sandwichs ?»« Ne ferions-nous pas mieux de les garder ?» suggéra Suzanne. « Il se peut que nous en ayons vraiment besoin plus tard. »« Maintenant que nous n'avons plus soif, » observa Lucie, « j'espère que nous continuerons à ne pas sentir que nous avons faim, comme c'était le cas lorsque nous avions soif. »« Mais que faisons-nous de ces sandwichs ?» répéta Edmund. « Cela ne sert à rien de les garder jusqu'à ce qu'ils ne soient plus bons à manger. Il faut vous souvenir qu'il fait nettement plus chaud ici qu'en Angleterre, et que nous les transportons dans nos poches depuis des heures. » Alors ils sortirent les 2 paquets et les divisèrent en 4 portions. Personne n'en eut suffisamment, mais c'était beaucoup mieux que rien. Puis ils exposèrent leur plan pour le prochain repas. Lucie voulait retourner au bord de la mer pour attraper des crevettes, mais quelqu'un fit remarquer qu'il n'avait pas de filet. Edmund déclara qu'il devait ramasser des œufs de mouette dans les rochers, mais en réfléchissant bien à cette proposition, ils ne purent pas se rappeler s'ils avaient vu des œufs de mouette. Et par ailleurs, au cas où ils en trouveraient, ils n'avaient pas la possibilité de les faire cuire. Peter estima, pour sa part, qu'à moins d'un coup de chance, il serait bientôt très content de manger des œufs crus, mais il ne jugea pas nécessaire d'exprimer cette pensée à voix haute. Suzanne dit que c'était dommage qu'elle ait mangé leur sandwich si tôt. Une ou 2 disputes faillirent éclater à ce stade de la discussion. C'est finalement Edmund qui trancha. « Écoutez-moi, il n'y a qu'une chose à faire, nous devons explorer les bois. Les ermites, les chevaliers errants, tous les gens de cette espèce se débrouillent toujours pour survivre, d'une manière ou d'une autre, quand ils se trouvent dans une forêt. Ils découvrent des racines, des baies, des choses. »« Quelle sorte de racines ?» demanda Suzanne. « J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de racines d'arbres, » murmura Lucie. « Allons, venez, » ordonna Peter. « Edmund a raison, nous devons essayer de faire quelque chose. Et puis, cela vaudra mieux que de marcher à nouveau en plein soleil. » Alors ils se levèrent tous et commencèrent à suivre la rivière. C'était une entreprise très ardue. Ils devaient se pencher sous certaines branches et grimper sur d'autres. Ils trébuchaient dans d'énormes touffes de plantes qui ressemblaient à des rhododendrons. Ils déchiraient leurs vêtements et ils se mouillaient les pieds dans la rivière. Ils n'entendaient toujours aucun son, à l'exception du clapotis de l'eau et des bruits qu'ils faisaient eux-mêmes. Ils commençaient à être vraiment très fatigués lorsqu'ils décelèrent une odeur délicieuse, puis remarquèrent l'éclat d'une couleur très brillante, bien au-dessus d'eux, sur la droite, tout en haut de la berge. « Pas possible !» s'exclama Lucie. « Je crois bien que c'est un pommier !» C'en était un. Soufflant et haletant, les enfants escaladèrent la pente raide de la berge, se frayèrent un chemin à travers les ronces et se retrouvèrent autour d'un vieil arbre, dont les branches étaient lourdes de grosses pommes jaunes d'or, aussi fermes et juteuses qu'on pouvait les rêver. « Et ce n'est pas le seul arbre !» remarqua Edmund, la bouche pleine de pommes. « Regardez ici, et là !»« Tiens, il y en a des douzaines !» dit Suzanne, en jetant le trognon de sa première pomme et en cueillant la seconde. « Ce fut certainement un verger il y a très, très longtemps, avant que l'endroit ne devienne sauvage et que le bois ne pousse. Alors cette île fut habitée autrefois, » déduisit Peter.
« Et qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Lucie, en pointant son doigt droit devant elle. « Bigre, c'est un mur !» dit Peter. « Un vieux mur en pierre !» Pressant le pas entre les branches chargées de fruits, ils atteignirent le mur. Il était très vieux, démoli par endroits, couvert de mousse et de giroflées grimpantes, mais il dominait tout ce qui l'entourait, à l'exception des arbres les plus grands. Lorsqu'ils furent tout près, les enfants découvrirent une grande arche qui, jadis, avait certainement été fermée par un portail, mais qui, à présent, était obstruée par le plus énorme de tous les pommiers. Ils durent briser quelques branches pour passer. Une fois qu'ils y furent parvenus, ils se mirent à cligner des yeux parce que la lumière du jour était devenue brusquement beaucoup plus brillante. Ils se trouvaient dans un lieu à ciel ouvert, tout entouré de murs. À l'intérieur de cette enceinte, il n'y avait pas d'arbres, mais simplement de l'herbe et des pâquerettes, du lierre et des murs gris. C'était un endroit lumineux, secret, silencieux et plutôt triste. Les 4 enfants marchèrent vers le centre, heureux de pouvoir se tenir droit et de remuer librement leurs bras et leurs jambes. Chapitre 2. L'ancienne chambre du trésor. Ce n'était pas un jardin, dit alors Suzanne. C'était un château, et cet endroit était certainement la cour. Je vois ce que tu veux dire, acquiesça Peter. Oui, ce sont les vestiges d'une tour, et voici le reste d'un escalier qui montait au sommet des murs. Et regardez ces autres marches, larges, un peu élevées, qui mènent là-haut à cet encadrement de portes. Ce devait être la porte conduisant à la grande salle. Il y a des siècles de cela, à en juger par son aspect, observa Edmund. Oui, des siècles, confirma Peter. J'aimerais que nous puissions découvrir qui habitait ce château et à quelle époque. Cela me fait une impression bizarre, avoua Lucie. C'est vrai, Lucie ? Demanda Peter, en se tournant vers elle et en la regardant fixement. Parce que moi aussi, j'éprouve le même sentiment. Et c'est la chose la plus bizarre qui me soit arrivée dans cette journée, déjà bien bizarre. Je me demande où nous sommes et ce que tout cela signifie. Tout en parlant, ils avaient traversé la cour, franchi l'autre porte et pénétré dans ce qui avait été autrefois la grande salle. Elle ressemblait beaucoup à la cour maintenant, car le toit avait disparu depuis longtemps. Et c'était simplement un autre espace d'herbe et de pâquerettes, mais plus court, plus étroit, et entouré de murs plus hauts. À l'autre bout, il y avait une sorte d'estrade qui s'élevait à 1 mètre du sol environ. « Je me demande si c'était réellement la grande salle, » dit Suzanne. « À quoi pouvait bien servir cette estrade ?»« Mais espèce d'idiot !» s'écria Peter, qui était devenu étrangement agité. « Vous ne voyez donc pas ? C'était l'estrade où se trouvait la table d'honneur, à laquelle s'asseyaient le roi et les grands seigneurs. On croirait vraiment que vous avez oublié que jadis, nous avons nous-mêmes été rois et reines, et que dans notre grande salle, nous avons siégé à une estrade exactement semblable à celle-ci. »« Dans notre château de Kerparavel, » psalmodia Suzanne, avec une voix qui semblait sortir d'un rêve. « À l'embouchure de la grande rivière de Narnia. Comment ai-je pu oublier ? » « Comme toute cette époque revit !» s'exclama Lucie. « Nous pourrions faire semblant d'être à Kerparavel en ce moment. Je suis sûre que cette salle devait ressembler beaucoup à la grande salle dans laquelle nous tenions nos festins. »« Il manque malheureusement le festin !» soupira Edmund. « Il se fait tard, vous savez. Regardez comme les ombres s'allongent. Et avez-vous remarqué qu'il ne fait plus si chaud ? Nous aurons besoin d'un bon feu si nous devons passer la nuit ici, dit Peter. J'ai des allumettes. Voyons si nous pouvons ramasser un peu de bois sec. Chacun apprécia le bon sens de cette initiative, et durant la demi-heure suivante, les enfants furent très occupés. Le verger, par lequel ils avaient pénétré dans les ruines, ne se révéla pas un bon endroit pour récolter du bois de chauffe. Ils décidèrent de tenter leur chance de l'autre côté du château. Pour cela, ils sortirent de la grande salle par une petite porte de côté et s'enfoncèrent dans un labyrinthe de pierres et boulets qui, sans nul doute,
avait figuré jadis un ensemble de couloirs et de pièces, de dimensions plus restreintes, mais qui, à présent, n'étaient plus qu'orties et roses sauvages. Au-delà, ils repérèrent dans le mur du château une vaste brèche, par laquelle ils passèrent, pour pénétrer dans un bois d'arbres encore plus sombre et encore plus grand que tous ceux qu'ils avaient vus depuis ce matin. Là, ils trouvèrent une grande quantité de branches mortes, bois pourri, brindilles, feuilles sèches et pommes de pin. Ils firent la navette avec des fagots jusqu'à ce qu'ils en aient amassé un bon tas sur l'estrade. Au 5e voyage, ils découvrirent le puits juste à la sortie de la grande salle. Il était enfoui sous les mauvaises herbes, mais une fois qu'ils les eurent écartés, le puits leur apparut propre, frais et profond. Le reste d'un dallage de pierre l'encerclait à moitié. Les petites filles sortirent pour cueillir encore des pommes, et les garçons construirent un feu sur l'estrade, très près du coin formé par les 2 murs, car cet endroit leur semblait le mieux abrité et le plus confortable. Ils eurent beaucoup de difficultés à l'allumer et dépensèrent des quantités d'allumettes, mais ils finirent par y parvenir, et ils s'assirent tous les 4, le dos contre le mur et le visage tourné vers la flamme. Ils essayèrent de faire rôtir quelques-unes de leurs pommes en les piquant à la pointe de petites baguettes. Mais les pommes rôties ne sont pas très bonnes sans sucre, et elles sont trop brûlantes pour qu'on puisse les manger avec les doigts. Et quand enfin on peut les manger avec les doigts, elles sont trop froides pour que cela en vaille la peine. Aussi durent-ils se contenter de pommes crues, ce qui leur permit de se rendre compte, comme le fit remarquer Edmund, que les dîners à la pension n'étaient pas après tout si mauvais. « En ce moment, je n'aurais rien contre une bonne tranche de pain épaisse avec de la margarine », ajouta-t-il. Mais l'esprit d'aventure était en train de grandir en eux, et aucun ne désirait vraiment être de retour en classe. Peu après que la dernière pomme eut été croquée, Suzanne sortit pour aller boire encore une fois au puits. Lorsqu'elle revint, elle tenait quelque chose dans sa main. « Regardez !» dit-elle d'une voix plutôt étranglée. « Je l'ai trouvé près du puits. » Elle tendit l'objet à Peter et s'assit. À l'expression de son visage, au son de sa voix, les autres estimèrent qu'elle allait sans doute se mettre à pleurer. Edmund et Lucie se penchèrent avec curiosité pour voir ce qui était dans la main de Peter, un petit objet brillant qui luisait à la lumière du feu. « Pas possible !» s'exclama Peter, et sa voix eut elle aussi une étrange résonance. Puis il tendit l'objet aux 2 autres. Ils virent alors de quoi il s'agissait. Le cavalier d'un jeu d'échecs. Il était d'une taille ordinaire, mais d'un poids tout à fait exceptionnel, car moulé en or pur. Les yeux du cheval étaient de minuscules rubis, à vrai dire, un seul l'était, car l'autre avait disparu. « Tiens !» s'exclama Lucie. « Il ressemble exactement aux figurines d'or avec lesquelles nous jouions aux échecs lorsque nous étions roi et reine à Kerparavel. »« Remets-toi, Suzanne !» dit Peter à son autre sœur. « Je n'y peux rien !» balbutia Suzanne. « Cela évoque pour moi des temps tellement merveilleux, et je me rappelle les parties d'échecs avec les faunes et les bons géants, et les tritons chantant dans la mer. Et mon magnifique cheval et... » « À présent, déclara Peter d'une voix complètement différente, il est grand temps pour nous 4 de commencer à utiliser nos cervelles. « À quel sujet ?» demanda Edmund. « Aucun de vous n'a deviné où nous étions ?» interrogea-t-il. « Continue !» supplia Lucie. « Il y a des heures que je sens qu'un merveilleux mystère flotte au-dessus de cet endroit. »« Allez, raconte !» dit Edmund. « Nous t'écoutons tous. »« Nous nous trouvons dans les ruines de Kerparavel !» annonça Peter. « Mais, répliqua Edmund, je veux dire, comment arrives-tu à cette conclusion ? Cet endroit est en ruine depuis des siècles. Regarde tous ces gros arbres qui poussent jusqu'aux portes. Regarde les pierres elles-mêmes. N'importe qui peut voir que personne n'a vécu ici depuis des centaines d'années. »« Je sais, » admit Peter. « C'est là que réside la difficulté. Mais laissons-la de côté pour un moment. Je veux examiner les points un par un. Premier point, cette salle a exactement la même forme et la même dimension que celle de Kerparavel. Il suffit d'imaginer un toit sur nos têtes et un dallage coloré à la place de l'herbe et des tapisseries sur les murs, et vous aurez notre grande salle royale des banquets. » Personne ne souffla mot. Deuxième point,
continua Peter, le puits du château se trouve exactement là où se trouvait le nôtre, légèrement au sud de la grande salle. Et il a exactement la même taille et la même forme. Encore une fois, il n'y eut aucune réplique. 3e point. Suzanne vient de trouver l'une de nos pièces d'échecs en or. Ou quelque chose qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Toujours aucune réponse. 4e point. Ne vous rappelez-vous pas, c'était précisément la veille de la venue des ambassadeurs du roi de Calormen, ne vous rappelez-vous pas que nous avons planté un verger à l'extérieur de la porte nord de Carparavel. La plus célèbre des divinités des arbres, Pomone elle-même, vint pour lui jeter des sorts favorables. Ce furent ces braves petites bonnes femmes, les taupes, qui creusèrent les trous. C'est impossible que vous ayez oublié leur chef, cette vieille et comique Madame Gamblant, appuyée sur sa bêche et qui disait « Croyez-moi, votre majesté, vous serez bien aise de trouver ces arbres fruitiers un jour. » Et Bigre, elle avait bien raison. « Je m'en souviens, s'écria Lucie en battant des mains. « Mais dis donc, Peter, coupa Edmund, tout cela c'est de la blague. Pour commencer, nous n'avons pas planté de verger juste contre la porte. Nous n'aurions pas été si bêtes. Non, bien sûr que non, admit-il. Mais depuis le verger a poussé, et il s'est tendu vers la porte. Autre chose, dit Edmund. Carparavel n'était pas sur une île. Je le sais, je me suis posé bien des questions à ce sujet. Mais c'était ce que l'on appelle une péninsule, ce qui ressemble fameusement à une île. Et ne peut-elle pas avoir été transformée en île depuis notre époque ? Quelqu'un aura creusé un chenal. Minute, cria Edmund. Tu ne cesses de dire « depuis notre époque ». Mais il n'y a qu'1 an que nous sommes revenus de Narnia. Et tu veux démontrer qu'en une année des châteaux sont tombés en ruine, d'immenses forêts ont poussé, des petits arbustes que nous avons vus planter sous nos yeux sont devenus ce vaste verger antique, et Dieu sait quoi d'autre ? Tout cela est impossible. Il peut y avoir une preuve, dit Lucie. Si cet endroit est réellement Carparavel, il doit exister une porte à l'extrémité de l'estrade. En fait, nous devrions même y être adossés en ce moment. Vous savez, la porte qui menait vers la chambre du trésor, en bas. Je suppose qu'il n'y a pas de porte, dit Peter en se levant. Le mur derrière eux n'était qu'un enchevêtrement de branches et de lierre. Nous le saurons vite, dit Edmund en saisissant l'un des morceaux de bois qu'ils avaient préparés pour allumer le feu. Il se mit à battre le mur couvert de lierre. Tape, tape, faisait le bâton contre la pierre. Et encore tape, tape. Et puis soudain, boum, avec un bruit complètement différent, un bruit de bois qui sonnait creux. Mon Dieu, s'exclama Edmund. Nous devons arracher ce lierre, décida Peter. Oh, laisse-le tranquille, implora Suzanne. Nous essaierons demain matin. Si nous sommes obligés de passer la nuit ici, je n'ai pas envie d'avoir une porte ouverte derrière mon dos, ni un grand trou noir par lequel n'importe quoi pourra sortir, sans parler des courants d'air, ni de l'humidité. Il fera bientôt nuit. Suzanne, comment peux-tu parler ainsi ? Dit Lucie avec un regard de reproche. Quant aux 2 garçons, ils étaient beaucoup trop excités pour tenir compte des conseils de Suzanne. Ils s'escrimaient déjà contre le lierre en se servant de leurs mains et du couteau de poche de Peter. Et lorsque celui-ci se brisa, ils utilisèrent celui d'Edmund. Le coin où les enfants étaient assis, quelques minutes auparavant, ne tarda pas à être complètement recouvert de branches de lierre. Finalement, les 2 garçons réussirent à dégager la porte. « Elle est fermée, naturellement », constata Peter. « Mais le bois est complètement pourri, » remarqua Edmund. « Nous pouvons la mettre en pièces en un rien de temps, et cela nous procurera du bois de chauffe supplémentaire. Allons-y !» Cela leur prit plus longtemps que prévu, avant qu'ils n'aient terminé. La nuit était tombée sur la grande salle, et les premières étoiles étaient apparues dans le ciel, au-dessus de leur tête. Suzanne ne fut pas la seule à ressentir un léger frisson au moment où les garçons, debout sur la pile des morceaux de bois fracassés, secouèrent la poussière de leurs mains et plongèrent leurs regards dans le gouffre froid et sombre qu'ils venaient d'ouvrir. « Maintenant, une torche !» commanda Peter. « Oh, à quoi bon ?» gémit Suzanne. « Et comme l'a dit Edmund, je ne le dis plus maintenant !»
coupa ce dernier. Je ne comprends toujours pas l'énigme de ce lieu, mais nous pourrons résoudre ce problème plus tard. Je suppose que tu vas descendre, Peter. Nous le devons, confirma-t-il. Courage, Suzanne. Cela ne sert à rien de se conduire comme des enfants, maintenant que nous sommes de retour à Narnia. Tu es une reine ici. Et de toute façon, aucun de nous ne pourrait aller se coucher avec un mystère comme celui-ci pesant sur son esprit. Ils essayèrent d'utiliser de longs bâtons en guise de torches, mais ce ne fut pas une réussite. Quand vous les teniez avec l'extrémité allumée en l'air, ils s'éteignaient. Quand vous les teniez dans l'autre sens, ils vous brûlaient les mains et la fumée allait dans vos yeux. Finalement, ils furent obligés d'utiliser la lampe électrique d'Edmund. Heureusement, c'était un cadeau d'anniversaire. Elle lui avait été donnée depuis moins d'une semaine et la pile était presque neuve. Il passa le premier avec la lumière. Derrière lui, Lucie, puis Suzanne et Peter qui fermaient la marche. « Je suis arrivé en haut des marches !» signala Edmund. « Compte-les !» ordonna Peter. « 1, 2, 3, énuméra-t-il en descendant avec précaution, et il alla ainsi jusqu'à 16. « Et me voici au fond !» leur cria-t-il d'en bas. « Alors ce doit vraiment être Cair Paravel !» dit Lucie, car il y avait 16 marches aussi. Aucune autre parole ne fut prononcée jusqu'à ce que les 4 enfants se retrouvent serrés les uns contre les autres au pied de l'escalier. Alors, Edmund promena lentement tout autour d'eux le faisceau lumineux de sa lampe. « Oh !» s'exclamèrent aussitôt les 4 enfants, car désormais, tous savaient qu'il s'agissait bien de l'antique chambre du trésor du château de Cair Paravel, où ils avaient régné jadis, en tant que roi et reine de Narnia. Il y avait une sorte d'allée centrale, un peu comme dans une serre, et le long de cette allée, à intervalles réguliers, se dressaient de somptueuses armures qui ressemblaient à des chevaliers gardant les trésors. Entre les armures, et de chaque côté de l'allée, s'alignaient des étagères surchargées d'objets précieux, colliers, bracelets, bagues, coupes et vaisselles d'or, longues défenses d'ivoire, broches, couronnes, chaînes et monceaux de pierres non serties, empilés n'importe comment, les unes sur les autres, comme s'il s'agissait de billes ou de pommes de terre, et il y avait ainsi des diamants et des rubis, des escarboucles et des émeraudes, des topazes et des améthystes. Sous les étagères reposaient de grands coffres de chêne, renforcés par des barres de fer et fermés par de lourds cadenas. Il faisait très froid, et il régnait un tel silence que les enfants pouvaient entendre le souffle de leur propre respiration. Et les trésors étaient recouverts d'une telle couche de poussière que si Peter, Edmund, Suzanne et Lucie n'avaient pas identifié l'endroit où ils se trouvaient, et s'ils ne s'étaient pas souvenus de la plupart des objets, ils ne se seraient peut-être pas rendus compte qu'ils se trouvaient en présence de trésors. Il y avait quelque chose de triste et de légèrement effrayant dans cet endroit, parce qu'il avait l'air complètement abandonné depuis tellement longtemps. C'est pourquoi personne ne parla pendant au moins 1 minute. Ensuite, bien entendu, les enfants se mirent à circuler et à saisir des objets au passage, pour les examiner. C'était comme de rencontrer de très vieux amis. Si vous aviez été là, vous les auriez entendus dire des phrases de ce genre. « Oh, regardez, les anneaux de notre couronnement. Vous vous rappelez, la première fois que nous avons porté ce bijou? Tiens, voici la petite broche que nous croyons tous avoir perdue. Dis donc, n'est-ce pas l'armure que tu portais lors du grand tournoi dans les îles solitaires? Te souviens-tu du nain qui l'a forgée pour moi? Tu te rappelles que tu as bu dans ce hanap? Tu te rappelles? Mais tout à coup, Edmund s'écria. « Hé! Nous ne devons pas user la pile. Dieu seul sait combien de fois nous en aurons encore besoin. Ne ferions-nous pas mieux de prendre ce que nous voulons et de ressortir d'ici? » « Nous devons emporter les cadeaux, dit Peter, car il y a très longtemps, lors d'un Noël à Narnia, lui-même, Suzanne et Lucie avaient reçu des cadeaux qui, à leurs yeux, avaient plus de valeur que leur royaume tout entier. Edmund n'avait pas eu de cadeaux parce qu'il ne se trouvait pas avec eux à ce moment. C'était de sa faute, vous pouvez lire cette histoire dans l'autre livre. Ils furent tous de l'avis de Peter, et ils suivirent l'allée jusqu'au mur qui se trouvait à l'extrémité de la chambre du trésor.
Là, bien entendu, leur cadeau était toujours soigneusement accroché à leur place. Celui de Lucie était le plus petit, car ce n'était qu'une minuscule bouteille. Mais cette bouteille, au lieu d'être soufflée dans du verre, était taillée dans un diamant, et elle contenait encore plus de la moitié de sa potion magique, capable de guérir presque toutes les blessures et presque toutes les maladies. Lucie était silencieuse et paraissait très grave lorsqu'elle saisit son cadeau, passa le cordon auquel était suspendue la fiole par-dessus son épaule et sentit de nouveau le poids de la petite bouteille à son côté, là où elle avait toujours été suspendue dans les jours anciens. Le cadeau de Suzanne comprenait un arc, des flèches et une trompe de chasse. L'arc était toujours là, ainsi que le carquois d'ivoire, rempli de flèches bien empennées, mais... « Oh, Suzanne !» s'exclama Lucie. « Où est la trompe ?»« Zut ! Zut !» dit-elle après avoir réfléchi un instant. « Je me rappelle à présent. Je l'ai emportée avec moi le dernier jour. Le jour où nous avons chassé à courre le cerf-blanc. Elle a dû s'égarer au moment où nous sommes entrés si brutalement dans cet autre endroit, je veux dire en Angleterre. » Edmund siffla. C'était en effet une perte irréparable, car il s'agissait d'une trompe magique. Chaque fois que vous en saugniez, vous étiez certain de recevoir de l'aide, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez. C'est exactement le genre d'objet qui aurait bien fait notre affaire dans un endroit comme celui-ci, remarqua Edmund. Peu importe, dit Suzanne. J'ai encore l'arc. Et elle s'en saisit. Est-ce que la corde n'est pas détériorée, Suzanne ? Demanda Peter. Mais qu'il y ait eu ou non quelques effluves magiques dans l'air de la chambre au trésor, l'arc était en parfait état de fonctionnement. Le tir à l'arc et la natation étaient deux activités dans lesquelles Suzanne excellait. En un instant, elle eut bandé l'arc, puis elle pinça la corde d'un petit coup sec. La corde vibra, avec un léger son métallique qui résonna à travers toute la salle. Et ce seul petit bruit ressuscita le passé dans l'esprit des enfants avec plus d'intensité que n'importe quel autre événement de la journée. Les souvenirs des batailles, des chasses et des festins affluèrent tous à la fois dans leur mémoire. Ensuite, Suzanne détendit son arc et suspendit le carquois à son côté. Puis ce fut au tour de Peter de décrocher ses présents. Le bouclier, orné d'un grand lion écarlate, et l'épée royale. Il souffla sur ces objets et les frappa contre le sol, pour faire partir la poussière. Il ajusta le bouclier sur son bras et attacha l'épée à son côté. Il craignait qu'elle ne soit rouillée et qu'elle ne colle à son fourreau, mais ce n'était pas le cas. D'un seul geste très prompt, il la sortit et la brandit en l'air. Elle étincela à la lumière de la lampe électrique. « Voici mon épée, vaillante. Avec elle, j'ai tué le loup. » Sa voix avait une intonation nouvelle, et les autres comprirent tous qu'il était vraiment redevenu Peter, le roi suprême. Ensuite, après une courte pause, chacun se rappela qu'il fallait économiser la pile. Ils remontèrent l'escalier, firent un bon feu, et se couchèrent tout près les uns des autres, afin de se tenir chaud. Le sol était très dur, très inconfortable, mais ils finirent cependant par s'endormir. Chapitre 3. Le nain. Le pire, lorsque l'on dort à la belle étoile, c'est que l'on se réveille affreusement tôt. Et lorsque l'on se réveille, il faut absolument se lever, parce que le sol est si dur que l'on y est très inconfortable. La situation est encore plus grave s'il n'y a que des pommes pour le petit déjeuner, surtout quand on en a déjà eu pour le souper la veille. Une fois que Lucie eut déclaré avec raison que la matinée était radieuse, il sembla qu'il n'y avait plus rien de désagréable à dire. Edmund exprima ce que chacun ressentait en affirmant « Nous devons absolument quitter cette île !» Après avoir bu au puits et s'être lavé le visage à grande eau, les enfants reprirent le chemin de la côte en suivant le cours de la rivière et du rivage. Ils regardèrent fixement le chenal qui les séparait de la terre ferme. « Nous serons obligés de nager, » constata Edmund. « Ce sera parfait pour Suzanne, » répondit Peter.
Elle avait remporté des prix de natation en classe. Mais je ne sais pas ce que cela donnera pour nous autres. En réalité, par nous autres, il voulait dire Edmund, qui n'était pas encore capable d'effectuer 2 longueurs de suite dans la piscine du collège, et Lucie, qui ne savait pour ainsi dire pas nager. De toute façon, objecta Suzanne, il y a peut-être des courants. Papa dit toujours que ce n'est pas prudent de se baigner dans un endroit que l'on ne connaît pas. Mais Peter, écoute-moi, dit Lucie. Je sais que je suis incapable de nager chez nous, c'est-à-dire en Angleterre. Mais ne savions-nous pas tous nager lorsque nous étions rois et reines de Narnia, il y a très longtemps? Si cela s'est réellement passé, il y a très longtemps. Nous savions alors monter à cheval et faire toutes sortes de choses. Ne crois-tu pas que... Ah, mais à ce moment-là, nous étions en quelque sorte de grandes personnes, expliqua Peter. Nous avions régné pendant des années et nous avions appris à faire des choses. Est-ce que nous ne sommes pas revenus à nos âges véritables maintenant? Ah! S'exclama Edmund d'une voix qui força tout le monde à se taire pour l'écouter. Je viens de tout comprendre, dit-il. Comprendre quoi? Demanda Peter. Eh bien, toute l'affaire, dit Edmund. Tu sais, la contradiction qui nous troublait tant hier soir, à savoir que nous n'avions quitté Narnia que depuis 1 an, alors que tout semblait indiquer que personne n'avait vécu à Kirk-Paravel depuis des centaines et des centaines d'années. Eh bien, tu ne comprends pas? Tu te souviens que, en dépit de notre impression d'avoir vécu très, très longtemps à Narnia, il s'avéra, lorsque nous sommes rentrés par l'armoire magique, que notre séjour n'avait pas duré une seule seconde. Continue, dit Suzanne. Je crois que je commence à comprendre. Cela signifie, poursuivit-il, qu'une fois que l'on est en dehors de Narnia, on n'a plus aucune idée de la façon dont le temps de Narnia se déroule. Pourquoi des siècles n'auraient-ils pas pu s'écouler à Narnia, pendant que pour nous, en Angleterre, une seule année passait? Pourquoi pas? Bigre! S'écria Peter. Edmund, je crois que tu as raison. Dans ce cas, il y aurait vraiment des siècles que nous avons vécu à Kirk-Paravel. Et maintenant, nous retournons à Narnia exactement comme si nous étions des croisés, ou des anglo-saxons, ou des bretons, ou n'importe qui revenant dans l'Angleterre moderne. Comme ils vont être émus de nous voir, commença Lucie. Mais à cet instant, tout le monde lui dit « Chut, regarde !» car il se passait quelque chose. Il y avait sur la terre ferme, légèrement à droite, un promontoire couvert d'arbres, et les enfants étaient persuadés que c'était juste au-delà de ce promontoire que devait se trouver l'embouchure de la grande rivière de Narnia. Or voici que, contournant cette pointe, venait d'apparaître un bateau. Lorsqu'il eut complètement doublé la pointe, il changea de cap et s'engagea dans le chenal, se dirigeant vers eux. 2 personnes se trouvaient à bord. L'une ramait, l'autre était assise près du gouvernail et tenait un gros paquet qui remuait et se convulsait avec des soubresauts saccadés comme s'il était vivant. Ces 2 personnages avaient l'air d'être des soldats. Ils portaient des coiffes de fer sur leur tête et de légères cottes de mailles. Leurs visages étaient barbus et implacables. Les enfants quittèrent la plage, se réfugièrent dans le bois et observèrent ce qui allait se passer sans remuer le bout d'un doigt. « Cela ira !» cria le soldat qui était à l'arrière, au moment où le bateau arrivait presque en face d'eux. « Caporal, si l'on attachait une pierre à ses pieds !» suggéra l'autre, appuyé sur ses avirons. « Allons donc !» gronda le premier. « Ce n'est pas nécessaire, et nous n'avons pas apporté de pierre. Il n'en aura pas besoin pour se noyer, du moment que nous avons bien attaché les cordes. » À ces mots, il se mit debout et souleva le paquet. Peter vit alors que ce paquet était vraiment vivant. C'était en réalité un nain qui avait les pieds et les mains liés, mais qui se débattait tant qu'il pouvait. Une seconde plus tard, Peter entendit un petit claquement sec juste à côté de son oreille. Au même instant, le soldat leva les bras en l'air, laissant ainsi le nain choir au fond du bateau, puis tomba à la renverse dans l'eau. Il pataugea vers l'autre rive, et Peter comprit que la flèche de Suzanne n'avait pas touché que son casque. Il se retourna, aperçut qu'elle était très pâle, mais qu'elle était déjà en train d'en ajuster une seconde sur sa corde. Mais cette flèche ne servit pas, car dès qu'il vit son compagnon tomber, l'autre soldat, avec un cri perçant, sauta du bateau dans la direction opposée
pataugea lui aussi, tant bien que mal jusqu'à terre et disparut dans les bois. « Vite, avant qu'il ne dérive !» cria Peter. Suzanne et lui plongèrent tout habillés, et avant que l'eau n'ait atteint leurs épaules, ils avaient agrippé le bord du bateau. En quelques secondes, ils eurent halé la barque sur la rive et soulevé le nain pour l'en faire sortir. Puis Edmund s'affaira activement à trancher ses liens avec le couteau de poche. L'épée de Peter aurait été plus tranchante, mais une épée n'est guère commode pour ce genre de travail, parce que l'on ne peut pas la tenir plus bas que la garde. Parce qu'on ne peut pas la tenir plus bas que la garde. Quand enfin il fut libéré, le nain se redressa, frotta ses bras et ses jambes et s'exclama. « Eh bien, en dépit de ce qu'ils disent, vous ne donnez pas l'impression d'être des fantômes. » Comme la plupart des nains, il était très trapu et sa poitrine était fort large. Il aurait mesuré 90 centimètres environ s'il s'était tenu debout. Une immense barbe et des moustaches aux poils rudes et rouges dissimulaient presque entièrement son visage, ne laissant apparaître qu'un nez semblable à un bec et de petits yeux noirs pétillants. « Quoi qu'il en soit, continua-t-il, fantôme ou non, vous m'avez sauvé la vie et je vous en suis extrêmement reconnaissant. » « Mais pourquoi devrions-nous être des fantômes ?» s'étonna Lucie. « Toute ma vie, répondit le nain, j'ai entendu dire que les bois qui bordaient ce rivage contenaient autant de fantômes que d'arbres. Telle est l'histoire que l'on raconte. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ils le conduisent généralement ici, comme ils l'ont fait pour moi, et prétendent qu'ils vont l'abandonner aux fantômes. Mais je me suis toujours demandé si, en réalité, ils ne les noyaient pas, ou alors s'ils ne leur coupaient pas la gorge. Je n'ai jamais complètement cru aux fantômes. Par contre, ces deux lâches, sur lesquels vous avez tiré une flèche, y croyaient dur comme fer. Ils étaient plus effrayés de me conduire à la mort que je ne l'étais moi-même d'y aller. « Oh !» s'exclama Suzanne. « C'est donc pour cette raison qu'ils se sont enfuis. »« Que dites-vous » demanda le nain. « Ils se sont sauvés, » dit Edmund, « à terre. »« Vous comprenez, je n'ai pas tiré pour tuer, » expliqua Suzanne. Elle n'aurait pas aimé que quelqu'un puisse penser qu'elle avait manqué son but à une si courte distance. « grommela le nain. « Ce n'est pas bien. Cela peut créer des difficultés pour plus tard, à moins que, dans leur propre intérêt, ils ne tiennent leur langue. »« Pour quelle raison était-il sur le point de vous noyer ?» interrogea Peter. « Oh, je suis un criminel, un dangereux criminel, » répondit le nain gaiement. « Mais c'est une longue histoire, et en attendant que je vous la raconte, je me demandais si vous aviez l'intention de m'inviter à petit déjeuner. Vous ne pouvez pas imaginer combien la perspective d'être exécuté ouvre l'appétit. »« Nous n'avons que des pommes » avoua tristement Lucie. « C'est mieux que rien, mais ce n'est pas aussi bon que du poisson fraîchement pêché, » remarqua le nain. « J'ai l'impression que c'est plutôt moi qui vais devoir vous inviter à petit déjeuner. J'ai repéré un attirail de pêche au fond de la barque. Et de toute façon, cette barque, nous devons l'emmener de l'autre côté de l'île, car je n'ai pas envie que de terre, quelqu'un puisse l'apercevoir. »« J'aurais dû y penser moi-même, » murmura Peter. Les 4 enfants et le nain descendirent au bord de l'eau, y poussèrent le bateau, non sans quelques difficultés, puis en se bousculant, se hissèrent à bord tous à la fois. Le nain prit immédiatement le commandement. Les rames étaient bien entendu trop grandes pour qu'il s'en serve, et c'est donc Peter qui rama, mais c'est le nain qui les dirigea vers le nord, en suivant le chenal, et ensuite vers l'est, en contournant la pointe de l'île. De là, les enfants purent apercevoir le cours de la rivière, et puis au-delà, toutes les criques et tous les caps de la côte. Ils pensaient qu'ils pourraient reconnaître certaines parties, mais les bois, qui s'étaient considérablement développés depuis leur époque, modifiaient totalement l'aspect des lieux. Lorsqu'ils furent arrivés en pleine mer, à l'est de l'île, le nain lança sa ligne. Ils firent une excellente pêche d'un magnifique poisson couleur arc-en-ciel qu'ils se rappelaient tous avoir dégusté autrefois à Kerparavel. Quand ils en eurent attrapé suffisamment, ils pointèrent leur bateau vers une petite crique et ils l'amarrèrent à un arbre. Le nain, qui était une personne de grand talent, à vrai dire, bien que l'on rencontre parfois des nains méchants, je n'ai jamais entendu parler d'un nain qui soit idiot. Le nain donc ouvrit les poissons, les nettoya et déclara : « Ce qu'il nous faut maintenant, c'est du bois pour faire du feu. »« Nous en avons, là-haut au château, » dit Edmund.
Le nain émit un petit sifflement. « Barbiche et poil de lit !» s'exclama-t-il. « Alors il y a vraiment un château ?» « Ce n'est qu'une ruine, » précisa Lucie. Le nain les regarda fixement tous les quatre, avec une expression très étrange sur son visage. « Et qui diable ?» commença-t-il, mais il s'interrompit pour dire « Cela ne fait rien. D'abord, notre petit déjeuner. Mais auparavant, une seule question. Pouvez-vous mettre votre main sur votre cœur et m'assurer que je suis réellement vivant? Êtes-vous certain que je n'ai pas été noyé? Êtes-vous certain que nous ne sommes pas tous des fantômes ?» Une fois qu'ils l'eurent tous rassurés, ils s'attaquèrent au problème suivant, à savoir comment transporter les poissons. Ils n'avaient rien sur quoi les ficeler et guère de panier. Ils furent finalement obligés d'utiliser le chapeau d'Edmund, le sien, parce que personne d'autre n'en avait. Il aurait protesté avec beaucoup plus d'énergie s'il n'avait pas eu aussi cruellement faim. Au début, le nain ne parut pas très à son aise dans le château. Il ne cessait de regarder autour de lui, de renifler avec méfiance et de dire « il a quand même l'air un peu hanté, et cela sans les fantômes. » Mais il se regaillardit quand vint le moment d'allumer le feu et de montrer aux enfants comment on retire des poissons frais sous la cendre. Manger du poisson brûlant sans fourchette, avec un seul canif pour 5 personnes, est une besogne périlleuse et salissante. Et il y eut beaucoup de doigts brûlés avant la fin du repas. Mais comme il était déjà 9 heures du matin et qu'ils étaient debout depuis 5 heures, aucun des enfants, contrairement à toute attente, ne se soucia outre mesure de ces brûlures. Quand chacun eut terminé son repas avec une pomme ou deux et une rasade d'eau du puits, le nain sortit une pipe qui avait à peu près la taille de son bras, la bourra, l'alluma, en tira un gros nuage d'une fumée odorante et déclara « Allons-y. Vous nous raconterez votre histoire en premier, » suggéra Peter. « Et puis, nous vous raconterons la nôtre. »« Bien, » accepta le nain. « Puisque vous m'avez sauvé la vie, ce n'est que justice que vous décidiez à votre guise. Mais je ne sais pas très bien par où commencer. Avant toute chose, je suis un messager du roi Caspian. »« Qui est-ce » demandèrent 4 voix à la fois. « Caspian le 10e, roi de Narnia, et puisse-t-il régner très longtemps, » répondit le nain. « C'est-à-dire qu'il devrait être roi de Narnia et que nous espérons qu'il le sera. Pour le moment, il est seulement notre roi à nous, les anciens Narniens. »« Que voulez-vous dire par « anciens Narniens », s'il vous plaît » demanda Lucie. « Eh bien, c'est nous, » dit le nain. « Je suppose que nous sommes en quelque sorte des rebelles. »« Je comprends, » dit Peter. « Et Caspian est le principal ancien Narnien. »« Si l'on veut, c'est une façon de parler, » dit le nain en se grattant la tête. « Car en réalité, Caspian est lui-même un nouveau Narnien, un tel marin. Vous me suivez ?»« Non, » dit Edmund. « C'est plus compliqué que la guerre des 2 roses, » gémit Lucie. « Oh là, s'excusa le nain. « Je raconte cela très mal. Écoutez, je crois que je dois reprendre tout au commencement et vous expliquer comment Caspian a grandi à la cour de son oncle, et comment il en est venu à se ranger de notre côté. Mais ce sera une longue histoire. »« Tant mieux !» s'écria Lucie. « Nous adorons les histoires. » Alors le nain s'installa commodément et raconta son histoire. Je ne vais pas vous la rapporter mot à mot, avec toutes les questions et interruptions des enfants, parce que cela prendrait trop longtemps, que ce serait embrouillé et confus. Mais voici plutôt l'essentiel de l'histoire, telle que les enfants finirent par la connaître. Chapitre 4. Le nain raconte l'histoire du prince Caspian. Le prince Caspian vivait dans un grand château au cœur de Narnia, avec son oncle, Miraz, le roi des Narnia, et sa tante, la reine Pruna Prismia, qui avait des cheveux roux. Son père et sa mère étaient morts, et la personne que Caspian aimait le plus au monde était sa nourrice. Et bien qu'il possédât des jouets magnifiques, puisqu'il était un prince, des jouets qui pouvaient faire presque tout, sauf parler,
Ce qu'il préférait, c'était la dernière heure de la journée, quand les jouets avaient été rangés dans leurs armoires et que sa nourrice lui racontait des histoires. Il ne se souciait pas beaucoup de son oncle ni de sa tante, mais environ 2 fois par semaine, son oncle l'envoyait chercher et ensemble, ils se promenaient de long en large, pendant une demi-heure environ, sur la terrasse qui longe l'aile sud du château. Un jour, alors qu'il déambulait ainsi, le roi lui dit « Eh bien, mon garçon, nous devrons bientôt vous enseigner à monter à cheval et à manier l'épée. Vous savez que votre tante et moi-même n'avons pas d'enfants, aussi est-il très probable qu'il vous faudra être roi lorsque j'aurai disparu. Cela vous plairait-il » ? « Je ne sais pas, mon oncle, » répondit Caspian. « Vous ne savez pas » s'exclama Miraz. « Eh bien, je me demande ce que l'on peut désirer de plus. »« Moi, je désire quelque chose, » dit-il. « Que désirez-vous » demanda le roi. « Je désirerais avoir vécu dans l'ancien temps, » dit Caspian. Il n'était qu'un très petit garçon à ce moment-là. Jusqu'alors, le roi Miraz avait parlé de cette manière ennuyeuse, propre à certaines grandes personnes, et qui indique clairement qu'elles ne sont pas vraiment intéressées par ce qu'elles disent. À cet instant précis, il regarda fixement Caspian. « Qu'est-ce que vous racontez » dit-il. « De quel ancien temps parlez-vous ?»« Comment ? Vous ne savez pas, mon oncle ?» s'étonna Caspian. « Le temps où tout était complètement différent, lorsque les animaux savaient parler et que d'aimables créatures vivaient dans les rivières et dans les arbres. On les appelait naïades et dryades. Il y avait des nains et il y avait de charmants petits faunes dans tous les bois. Ils avaient des pieds comme ceux des chèvres et... « Ce ne sont que des sornettes pour les bébés, » interrompit sévèrement le roi. « Juste bonnes pour les bébés, vous m'entendez ? Vous êtes trop grand pour croire à ces sortes de balivernes. À votre âge, vous devriez rêver à des batailles et à des aventures, non à des contes de fées. » « Mais il y a eu des batailles et des aventures à cette époque, » protesta Caspian. « Des aventures prodigieuses. Il y avait, jadis, la sorcière blanche, qui se proclamait elle-même reine de tout le pays. Et elle fit en sorte que ce soit toujours l'hiver à Narnia. Et puis 2 petits garçons et 2 petites filles vinrent d'ailleurs et tuèrent la sorcière, et on les couronna roi et reine de Narnia. Ils s'appelaient Peter, Suzanne, Edmund et Lucie. Et ils régnèrent ainsi il y a bien longtemps, et chacun était très heureux. Et tout cela était arrivé grâce à Aslan. « Qui est-ce » demanda Miraz. Et si Caspian avait été un peu plus âgé, le ton de la voix de son oncle l'aurait averti qu'il était plus prudent de se taire. Mais il continua à babiller. « Oh, vous ne savez pas » dit-il. « Aslan est le grand lion qui vient d'au-delà des mers. »« Qui vous a raconté toutes ces sornettes ?» demanda le roi, d'une voix terrible comme le tonnerre. Caspian fut effrayé et ne dit rien. « Votre Altesse royale, » dit le roi Miraz, en lâchant la main de Caspian, qu'il avait tenue jusqu'à ce moment, « je veux que vous me répondiez. Regardez-moi en face. Qui vous a raconté ce tas de mensonges ?»« Ma nourrice, » avoua-t-il en hésitant, et il fondit en larmes. « Cessez ce bruit, » commanda son oncle, en le saisissant par les épaules et en le secouant. « Cessez immédiatement, et que je ne vous reprenne plus jamais à parler de toutes ces histoires stupides, ni même à y penser. Ces rois et ces reines n'ont jamais existé. Comment aurait-il pu y avoir 2 rois en même temps ? Et il n'existe personne comme Aslan. Et les lions n'existent pas. Il n'y a jamais eu une époque où les animaux savaient parler. Vous m'entendez ? » « Oui, mon oncle, » répondit Caspian en sanglotant. « Alors n'en parlons plus, » conclut le roi. Puis il appela l'un des gentilshommes qui se tenaient à l'autre bout de la terrasse et ordonna d'une voix froide : « Reconduisez son Altesse royale à ses appartements et envoyez-moi la nourrice de son Altesse royale, immédiatement. » Le lendemain, Caspian comprit quelle terrible erreur il avait commise, car sa nourrice avait été renvoyée
sans même être autorisé à lui dire au revoir, et il fut averti qu'il aurait désormais un précepteur. Caspian souffrit amèrement de l'absence de sa nourrice et versa des torrents de larmes. Et parce qu'il était si profondément malheureux, il pensa aux histoires anciennes de Narnia beaucoup plus souvent qu'avant. Chaque nuit, il rêvait des nains et des dryades, et il essayait, très assidûment, de faire parler les chiens et les chats du château. Mais les chiens se contentaient de remuer la queue et les chats de ronronner. Caspian était certain qu'il détesterait son nouveau précepteur, mais lorsque celui arriva, environ une semaine plus tard, il se trouva qu'il était de ces personnes qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. C'était l'homme le plus petit et aussi le plus gros que Caspian ait jamais vu. Il avait une longue barbe, argentée et pointue, qui lui descendait jusqu'à la taille, et son visage, qui était brun et couvert de rides, paraissait très sage, très laid et très bienveillant. Sa voix était grave et ses yeux extrêmement joyeux, si bien qu'avant de le connaître vraiment, il était difficile de savoir quand il plaisantait et quand il était sérieux. Il s'appelait docteur Cornelius. De tous ses cours avec le docteur Cornelius, celui que Caspian préférait était le cours d'histoire. Jusqu'à présent, à part les contes de sa nourrice, il avait tout ignoré de l'histoire de Narnia. Et il fut très surpris d'apprendre que la famille royale était nouvelle venue dans le pays. C'est l'ancêtre de votre Altesse, Caspian le Premier, qui le premier a conquis Narnia et en a fait son royaume, expliqua le docteur Cornelius. C'est lui qui introduisit tout votre peuple dans ce pays. Vous n'êtes aucunement des Narniens. Vous êtes tous des Telmarins, c'est-à-dire que vous venez du pays de Telmar, situé bien au-delà des montagnes de l'Ouest. C'est pourquoi on appelle Caspian Ier Caspian le Conquérant. Pouvez-vous me dire, docteur, demanda un jour Caspian, qui vivait à Narnia avant que nous ne quittions Telmar pour venir tous ici? Il n'y avait pas d'hommes, ou tout du moins très peu qui vivaient à Narnia avant que les Telmarins ne s'en emparent, répondit le docteur Cornelius. Mais alors, qui mes ancêtres ont vaincu? Qui mes ancêtres ont-ils vaincu, votre Altesse? Corrigea le docteur Cornelius. Je pense qu'il est grand temps de passer de l'histoire à la grammaire. Oh, je vous en prie, pas encore, supplia Caspian. Je veux dire, n'y a-t-il pas eu de bataille? Pourquoi l'appelle-t-on Caspian le Conquérant s'il n'y avait personne ici pour lutter contre lui? J'ai dit qu'il y avait très peu d'hommes à Narnia, répondit le docteur, et à travers ses grosses lunettes, il regarda le petit garçon d'un air très étrange. Pendant quelques instants, Caspian demeura perplexe, et puis soudain, son cœur bondit dans sa poitrine. « Voulez-vous dire, demanda-t-il haletant, qu'il y avait d'autres choses? Voulez-vous dire que c'était comme dans les contes, il y avait des... »« Oh, chut !» murmura le docteur Cornelius en approchant sa tête de celle de Caspian. « Pas un mot de plus. Ne savez-vous pas que votre nourrice a été renvoyée parce qu'elle vous avait parlé de l'ancien Narnia? Le roi n'aime pas cela. S'il me surprenait en train de raconter des secrets, vous seriez fouetté et j'aurais la tête coupée. »« Mais pourquoi ?» demanda Caspian. « Il est grand temps que nous nous mettions à la grammaire maintenant, » déclara le docteur Cornelius à haute voix. « Votre Altesse royale daignerait-elle ouvrir à la page 4 l'ouvrage de Pulverulentus Succus intitulé « Le jardin grammatical » ou les charmilles de la morphologie plaisamment exposées aux jeunes esprits. Ensuite, il ne fut plus question que de substantifs et de verbes jusqu'à l'heure du déjeuner, mais je ne pense pas que Caspian apprit grand-chose. Il était convaincu que le docteur Cornelius ne lui aurait pas tant parlé s'il n'avait pas eu l'intention de lui en dire plus, tôt ou tard. Son espoir ne fut pas déçu. Quelques jours plus tard, son précepteur lui déclara « Cette nuit, je vais vous donner une leçon d'astronomie. Au milieu de la nuit, de nobles planètes, Tarva et Alambile, vont passer à moins d'1 degré l'une de l'autre. Une telle conjonction ne s'est pas produite depuis 200 ans, et votre Altesse ne la reverra pas de son vivant. Il sera préférable que vous vous couchiez un peu plus tôt que d'habitude. »
Quand le moment de la rencontre approchera, je viendrai vous réveiller. » Cette leçon d'astronomie ne semblait pas avoir le moindre rapport avec les histoires de l'ancien Narnia, qui était ce que Caspian désirait par-dessus tout connaître, mais se lever au milieu de la nuit est toujours une expérience intéressante, et il était, dans le fond, assez content. Quand le soir venu, il alla se coucher, il crut d'abord qu'il ne pourrait jamais s'endormir, et pourtant il ne tarda pas à s'assoupir, et il lui sembla que quelques minutes seulement s'étaient écoulées lorsqu'il sentit que quelqu'un le secouait doucement. Il se redressa dans son lit et vit que sa chambre était toute illuminée par le clair de lune. Le docteur Cornelius, emmitouflé dans une houppelande à capuchon, une petite lampe à la main, se tenait à son chevet. Caspian se rappela d'un seul coup ce qu'ils allaient faire. Il se leva et s'habilla. Bien confus en été, la nuit était plus froide qu'il ne l'aurait imaginé, et il fut très heureux que le docteur l'enveloppât dans une houppelande semblable à la sienne. Il lui donna une paire de chaussures montantes, souples et chaudes. Un moment plus tard, tous deux dissimulés dans leur houppelande de façon à être presque invisibles, le long des sombres corridors, et tous deux chaussés de manière à ne faire pratiquement aucun bruit, le maître et l'élève quittèrent la chambre. À la suite du docteur, Caspian emprunta de nombreux couloirs, grimpa plusieurs escaliers, et finalement, par une petite porte dans une tourelle, ils sortirent au-dessus des plombs. D'un côté, il y avait les créneaux, de l'autre, la pente à pic du toit. À leurs pieds, baignés d'ombre et de clarté, les jardins du château. Au-dessus de leur tête, les étoiles et la lune. Puis ils rejoignirent une autre porte qui conduisait à l'intérieur de la grande cour centrale du château. Avec une clé, le docteur Cornelius l'ouvrit et ils entreprirent de grimper les marches de l'escalier sombre qui montait en colimaçon jusqu'au sommet. La curiosité de Caspian commença d'être piquée. Il n'avait jamais été autorisé à gravir cet escalier auparavant. Il était raide et interminable, mais quand ils émergèrent sur le toit et que Caspian eut retrouvé son souffle, il se rendit compte que cet effort valait vraiment la peine. Au loin, sur sa droite, il pouvait voir d'une façon plutôt floue les montagnes de l'ouest. Sur sa gauche étincelait la grande rivière, et tout était si tranquille qu'il pouvait entendre le grondement de la chute d'eau à Beaver's Dam, distant de plus d'1 kilomètre. Ce ne fut pas difficile de repérer les 2 étoiles qu'ils étaient venus voir. Elles étaient situées assez bas, dans la partie sud du ciel, presque aussi lumineuses que 2 petites lunes, très proches l'une de l'autre. « Vont-elles entrer en collision » demanda-t-il d'une voix frissonnante. « Non, cher prince, » répondit le docteur, et lui aussi chuchotait. Les grands seigneurs du ciel supérieur connaissent trop bien les pas de leur danse pour permettre un tel accident. Examinez attentivement ces étoiles. Leur rencontre est propice et annonce une bonne nouvelle pour le triste royaume de Narnia. Tarva, le seigneur de la victoire, salue Allambil, la dame de la paix. Elles atteignent en ce moment leur position la plus rapprochée. C'est dommage que cet arbre bouche la vue, regretta Caspian. Nous aurions été mieux sur la tour ouest, même si elle n'est pas aussi haute. Le docteur Cornelius ne dit rien pendant 2 minutes environ, mais resta immobile, les yeux fixés sur Tarva et Allambil. Puis il respira profondément et se tourna vers Caspian. « Voilà, dit-il. Vous avez vu ce qu'aucun homme vivant aujourd'hui n'a vu ni ne verra. Et vous avez raison. Nous aurions été mieux sur la petite tour pour contempler ce spectacle. Mais je vous ai conduit ici pour une autre raison. » Caspian regarda le docteur, mais son capuchon lui cachait presque entièrement le visage. « L'avantage de cette tour, expliqua le docteur Cornelius, réside dans le fait que nous avons 6 salles vides en dessous de nous, plus un très long escalier, et que la porte, au pied de l'escalier, est fermée à clé. Nous ne pouvons pas être entendus. « Allez-vous me révéler ce que vous ne vouliez pas me dire l'autre jour » demanda Caspian. « Oui, » dit le docteur, « mais rappelez-vous ceci. Vous et moi ne devons jamais parler de ces choses ailleurs qu'ici, tout en haut de la grande tour. Je ne l'oublierai pas, c'est promis.
assura Caspian. Mais commencez, je vous en prie. Écoutez bien, dit le docteur. Tout ce que vous avez entendu raconter au sujet de l'ancien Narnia est vrai. Ce n'est pas la terre des hommes. C'est la contrée d'Aslan, la contrée des arbres animés et des naïades visibles, des faunes et des satyres, des nains et des géants, des dieux et des centaures, des bêtes qui parlent. C'est contre eux que lutta le premier Caspian. C'est vous, les Telmarins, qui avez fait taire les animaux, les arbres et les fontaines, qui avez tué ou chassé les nains et les faunes, et qui maintenant essayez d'en étouffer jusqu'au souvenir. Le roi ne permet pas que l'on en parle. « Ah, j'aimerais tant que nous n'ayons pas fait cela !» dit Caspian. « Et je suis heureux que tout soit vrai, même si c'est terminé. Beaucoup de gens de votre race souhaitent la même chose que vous en secret, » révéla le docteur Cornelius. « Mais, docteur, s'étonna Caspian, pourquoi dites-vous ma race ? Après tout, je suppose que vous êtes un Telmarin vous aussi. »« En suis-je un ? Demanda-t-il. « De toute façon, vous êtes un homme, dit Caspian. « En suis-je un ? Répéta le docteur d'une voix plus profonde, et en rejetant brusquement en arrière son capuchon, afin que Caspian puisse voir nettement son visage dans le clair de lune. D'un seul coup, il comprit la vérité, et il se rendit compte qu'il aurait dû la comprendre beaucoup plus tôt. Le docteur Cornelius était si petit, si gras, et il avait une barbe si longue. Deux pensées l'assaillirent au même moment. L'une était une pensée de terreur. « Ce n'est pas un vrai homme. Ce n'est pas un homme du tout, c'est un nain, et il m'a conduit ici pour me tuer. » L'autre pensée était de joie pure. « Il existe encore de vrais nains, et j'en ai vu un, enfin !» Ainsi, vous avez fini par deviner, dit le docteur Cornelius, ou plutôt, presque deviner. Je ne suis pas un pur nain, j'ai aussi du sang humain. Beaucoup de nains réchappèrent des grandes batailles et continuèrent à vivre, rasant leurs barbes, portant des chaussures à hauts talons et faisant semblant d'être des hommes. Ils se sont alliés à vos Telmarins. J'appartiens à cette catégorie. Je ne suis nain qu'à moitié, et si quelques-uns de mes parents, les vrais nains, sont encore vivants quelque part dans le monde, il ne fait aucun doute qu'ils me mépriseront et diront que je suis un traître. Mais jamais, au cours de toutes ces années, nous n'avons oublié notre peuple, ni toutes les autres créatures heureuses de Narnia, ni les jours de liberté depuis si longtemps perdus. Je suis désolé, docteur, balbutia Caspian. Ce n'était pas de ma faute, vous savez. Je ne dis pas ces choses pour vous blâmer, cher prince, répondit-il. Vous devez vous demander pourquoi je l'ai dit. J'ai deux raisons. D'abord, parce que mon vieux cœur a porté ses souvenirs secrets pendant si longtemps qu'il est écrasé de douleur et qu'il éclatera s'il ne vous les confie pas. Et ensuite, pour ceci, lorsque vous serez roi, vous pourrez nous aider, car je sais que vous aussi, bien que vous soyez un Telmarin, vous aimez les choses anciennes. Oui, je les aime, confirma Caspian. Mais comment puis-je vous aider ? Vous pouvez être bon pour les pauvres survivants du peuple des nains, comme moi-même. Vous pouvez rassembler des magiciens très savants et essayer de réveiller les arbres. Vous pouvez faire des recherches dans tous les recoins et lieux sauvages du pays, pour voir si par hasard quelques faunes, quelques bêtes qui parlent ou quelques nains y vivent encore dans la clandestinité. Vous pensez qu'il en existe encore ? Demanda Caspian avec une curiosité passionnée. Je ne sais pas, répondit le docteur en poussant un profond soupir. Parfois j'ai peur que cela ne soit pas possible. J'ai cherché des traces de leur existence durant toute ma vie. Quelquefois la nuit, dans les bois, j'ai cru entrevoir des faunes et des satyres qui dansaient au loin, mais lorsque j'arrivais sur place, il n'y avait jamais rien. J'ai souvent désespéré, mais toujours quelque chose se produisait qui ressuscitait mon espoir. Je ne sais pas. Mais au moins, pouvez-vous essayer d'être un roi tel que le fut, dans le passé, le roi suprême Peter, et non votre oncle. Elles sont donc vraies, les histoires que l'on raconte au sujet des rois et des reines et de la sorcière blanche, demanda Caspian. Naturellement, répondit Cornelius. Leur règne fut l'âge d'or de Narnia, et le pays ne les a jamais oubliés.
Vivait-il dans ce château, docteur ? Non, mon cher, dit le vieil homme. Ce château date d'hier. C'est votre arrière-arrière-grand-père qui l'a fait construire. Quand les 2 fils d'Adam et les 2 filles d'Ève ont été sacrés rois et reines de Narnia par Aslan lui-même, ils vivaient dans le château de Cair Paravel. Aucun homme vivant n'a vu cet endroit béni, et peut-être même les ruines ont-elles maintenant disparu. Mais nous pensons qu'il se trouvait loin d'ici, à l'embouchure de la grande rivière, sur le rivage de la mer. Vous voulez dire, dans les bois obscurs, là où vivent vous savez, les fantômes. Votre Altesse répète ce qu'on lui a enseigné, dit le docteur. Mais ce ne sont que des mensonges. Il n'y a pas de fantômes là-bas. C'est une histoire inventée par les Telmarins. Vos rois redoutent mortellement la mer parce qu'ils ne peuvent jamais complètement oublier que dans toutes les histoires, Aslan vient d'au-delà des mers. Ils ne veulent pas s'en approcher et ils interdisent que quiconque s'en approche. C'est pourquoi ils ont laissé d'immenses bois se développer afin de couper leur peuple du rivage. Mais parce qu'ils se sont battus avec les arbres, ils ont peur des bois. Et parce qu'ils ont peur des bois, ils imaginent qu'ils sont remplis de fantômes. Et les rois et les hommes importants, qui haïssent à la fois la mer et les bois, croient en partie à ces histoires et contribuent en partie à les propager. Ils se sentent plus en sécurité tant que personne à Narnia n'ose descendre vers le rivage pour contempler la mer dans la direction du royaume d'Aslan, et de l'aurore, et de l'extrémité orientale du monde. Durant quelques secondes, il se fit un profond silence entre eux. Puis le docteur Cornelius dit « Venez, nous sommes restés assez longtemps ici, il faut maintenant descendre, nous recoucher. »« Le faut-il vraiment ?» demanda Caspian. « J'aimerais continuer à parler de ces secrets pendant des heures, et des heures et des heures. Quelqu'un pourrait se mettre à notre recherche si nous le faisions, » répondit le docteur Cornelius. Chapitre 5. L'aventure de Caspian dans les montagnes. Par la suite, Caspian et son précepteur eurent beaucoup d'autres conversations secrètes au sommet de la grande tour, et au cours de chacune d'elles, Caspian apprit de nouvelles vérités sur l'ancien Narnia, si bien que presque toutes ses heures de loisirs étaient emplies par des pensées et des rêves concernant les jours anciens et par le désir ardent qu'ils puissent renaître. Mais naturellement, il n'avait pas de nombreuses heures de loisirs, car désormais, son éducation devenait très sérieuse. Il apprit à se battre avec l'épée, à monter à cheval, à nager, à plonger, à tirer à l'arc, à jouer de la flûte à bec et du théorbe, à chasser à courre le cerf et à le servir quand il était forcé. Il apprit en outre la cosmographie, la rhétorique, l'héraldique, la versification et bien entendu l'histoire, avec un peu de droit, de physique, d'alchimie et d'astronomie. De la magie, il n'étudia que la théorie, car le docteur Cornelius déclara que la partie pratique n'était pas une matière qui convenait au prince. « Moi-même, ajouta-t-il, je ne suis qu'un magicien très imparfait, qui ne puis accomplir que les expériences mineures. De la navigation, qui est un art noble et héroïque, commenta le docteur, on ne lui enseigna rien parce que le roi Miraz condamnait et les navires et la mer. Il apprit également beaucoup en se servant de ses yeux et de ses oreilles. Petit garçon, il s'était souvent demandé pourquoi il n'aimait pas sa tante, la reine Prunaprismia. Il se rendit compte alors que c'était parce qu'elle ne l'aimait pas elle-même. Il commença aussi à voir que Narnia était un pays malheureux. Les impôts étaient élevés, les lois sévères, et Miraz, un homme cruel. Quelques années plus tard, il y eut une époque où la reine parut être souffrante, et l'on fit énormément de remue-ménage et d'embarras autour d'elle dans le château. Des docteurs venaient, et les courtisans chuchotaient. C'était au début de l'été. Caspian fut éveillé par le docteur Cornelius, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout et qu'il n'avait dormi que quelques heures. « Allons-nous faire un peu d'astronomie, docteur ?» demanda-t-il. « Chut !» répondit le docteur.
Faites-moi confiance et agissez exactement comme je vous le dirai. Habillez-vous complètement, car un long voyage vous attend. » Caspian fut extrêmement surpris, mais il avait appris à faire confiance à son précepteur, et il se mit immédiatement à faire ce qu'il lui avait demandé. Lorsqu'il fut habillé, le docteur dit « J'ai une besace pour vous. Nous devons aller dans la pièce voisine et la remplir avec des victuailles provenant du souper de votre Altesse. »« Mes gentilshommes de service seront là, » objecta Caspian. « Ils dorment profondément et ne se réveilleront pas, » assura le docteur. « Je suis un magicien mineur, mais j'ai quand même le pouvoir d'endormir quelqu'un. » Ils passèrent dans l'antichambre. Là, les 2 gentilshommes de service étaient effectivement affalés sur leurs chaises et ils ronflaient bruyamment. Le docteur Cornelius découpa rapidement les restes d'un poulet froid ainsi que quelques tranches de venaison et il les glissa avec du pain, une pomme et une petite gourde de bon vin dans la besace qu'il tendit ensuite à Caspian. Elle s'ajustait par une courroie passée au-dessus de l'épaule, exactement comme une sacoche que vous utiliserez pour emporter vos livres en classe. « Avez-vous votre épée ?» demanda le docteur. « Oui, » dit Caspian. « Alors enveloppez-vous dans ce manteau pour cacher l'épée et la besace. Parfait. Et maintenant, nous devons monter à la grande tour afin de parler. » Lorsqu'ils eurent atteint le sommet de la tour, le ciel était couvert et la nuit, sombre, bien différente de celle au cours de laquelle ils avaient observé la conjonction de Tarva et d'Alambile, le docteur Cornelius déclara « Cher prince, vous devez quitter ce château sur le champ et partir à l'aventure de par le vaste monde. Votre vie est en danger ici. »« Pourquoi ?» demanda Caspian. « Parce que vous êtes le vrai roi de Narnia, Caspian le 10e, fils et héritier de Caspian le 9e. Longue vie à votre majesté. » Et soudain, à la grande surprise de Caspian, le petit homme mit un genou à terre et lui baisa la main. « Qu'est-ce que tout cela signifie ? Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Je m'étonne, » dit le docteur, « que vous ne m'ayez jamais demandé pourquoi, étant le fils du roi Caspian, vous n'étiez pas roi vous-même. Tout le monde, à l'exception de votre majesté, sait que Miraz est un usurpateur. Lorsqu'il commença à régner, il n'osa pas prétendre au titre de roi. Il se fit appeler Seigneur protecteur. Mais ensuite, votre royale mère mourut, la douce reine, est la seule personne de la race des Telmarins qui ait jamais été bienveillante à mon égard. Et puis un par un, tous les nobles seigneurs qui avaient connu votre père moururent ou disparurent. Ce ne fut pas un hasard non plus. C'est Miraz qui les a éliminés. Bélisard et Uvilas furent tués par des flèches au cours d'une chasse, accidentellement, prétendit-on. Tous les membres de la noble maison des Passarides, il les envoya combattre les géants sur les frontières nord, et les y laissa jusqu'à ce que les uns après les autres, ils soient tous tombés. Arlian et Rimon et une douzaine d'autres, il les exécuta pour trahison, en s'appuyant sur une fausse accusation. Les 2 frères de Beaversdam, il les fit enfermer comme fous. Pour finir, il persuada les 7 nobles seigneurs qui, seuls parmi tous les Telmarins, n'avaient pas peur de la mer, de s'embarquer sur un bateau à voile et de partir à la recherche de nouvelles terres au-delà de la mer orientale. Et comme ils l'espéraient, ils ne revinrent jamais de leur expédition. Et quand il n'y eut plus personne pour parler en votre faveur, ses courtisans, suivant ses propres instructions, le supplièrent de devenir roi. Et bien entendu, il le devint. « Vous voulez dire que maintenant, c'est moi qu'il désire tuer ?» dit Caspian. « C'est presque certain, » répondit le docteur Cornelius. « Mais pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Je veux dire, pourquoi ne l'a-t-il pas fait il y a longtemps, si telle était sa volonté ? Quel mal lui ai-je fait ? Il a changé d'avis à votre sujet à cause d'un événement qui s'est produit il y a à peine 2 heures. La reine a eu un fils. »« Je ne vois pas quel est le rapport, » dit Caspian. « Vous ne voyez pas ?» s'exclama le docteur Cornelius. « Toutes mes leçons d'histoire et de politique ne vous ont-elles pas mieux instruit que cela ? Écoutez, aussi longtemps qu'il n'avait pas d'enfant,
Miraz voulait bien que vous soyez roi après sa mort. Peut-être ne se souciait-il pas beaucoup de vous, mais il préférait tout de même que ce soit vous qui ayez le trône plutôt qu'un étranger. Maintenant qu'il a un fils à lui, il voudra que son propre fils soit le prochain roi. Vous le gênez, il se débarrassera de vous. Est-il aussi mauvais que cela? M'assassinerait-il réellement? Il a assassiné votre père, répondit le docteur Cornelius. Caspian se sentit tout bizarre et ne dit rien. Je peux vous raconter l'histoire entière, poursuivit le docteur, mais pas maintenant. Nous n'avons pas le temps. Vous devez fuir immédiatement. Viendrez-vous avec moi? Demanda Caspian. Je n'ose pas, dit le docteur. Vous seriez en plus grand danger encore. 2 personnes se repèrent plus facilement qu'une seule. Cher prince, cher roi Caspian, il vous faut être courageux. Vous devez partir seul et tout de suite. Essayez de franchir la frontière sud et d'aller à la cour du roi nain. Il sera bon pour vous. Vous reverrai-je? Demanda Caspian d'une voix tremblante. Je l'espère, cher roi, dit le docteur. À travers le vaste monde, ai-je un autre ami que votre majesté? Et je possède un petit pouvoir magique, mais pour le moment, la vitesse est essentielle. Voici 2 cadeaux avant que vous ne partiez. D'abord, une petite bourse qui contient de l'or. Hélas, c'est toute la richesse de ce château qui devrait légalement vous appartenir. Puis quelque chose d'infiniment plus précieux. Il mit dans les mains de Caspian un objet qu'il pouvait à peine voir, à cause de l'obscurité, mais qu'il identifia par le toucher. C'était une trompe de chasse. Voici le plus grand et le plus sacré des trésors de Narnia, déclara le docteur Cornelius. Nombreuses sont les terreurs que j'ai endurées, nombreuses les paroles magiques que j'ai prononcées pour la retrouver lorsque j'étais encore tout jeune. C'est la trompe magique de la reine Suzanne. Elle l'a oubliée quand elle a disparu de Narnia, à la fin de l'âge d'or. On dit que quiconque souffle dans cette trompe recevra une aide mystérieuse. Mais personne ne peut présager l'étendue de ce mystère. Peut-être aura-t-elle le pouvoir de faire revenir du passé la reine Lucie, le roi Edmund, la reine Suzanne et le roi suprême Peter. Et dans ce cas, ils remettront toutes les choses en ordre. Peut-être fera-t-elle appel à Aslan lui-même. Prenez-la, roi Caspian, mais ne vous en servez qu'en tout dernier recours. Et maintenant, vite, vite! La petite porte en bas de la tour, celle qui conduit dans le jardin, est ouverte. Là, nous devrons nous séparer. Puis-je prendre mon cheval, destrier? Il est déjà scellé et vous attend au coin du verger. Durant la longue descente de cet escalier en colimaçon, Cornelius lui donna, en chuchotant, encore beaucoup de directives et de conseils. Caspian avait le cœur serré, mais il essaya de tout retenir. Puis il y eut l'air frais du jardin, une fervente poignée de main au docteur, la course à travers la pelouse, le hennissement joyeux de destrier, et c'est ainsi que le roi Caspian quitta le château de ses ancêtres. Jetant un regard derrière lui, il vit des feux d'artifice monter dans le ciel pour célébrer la naissance du nouveau prince. Toute la nuit, il chevaucha vers le sud. Aussi longtemps qu'il se trouva en pays connu, il choisit des chemins de traverse et des sentiers où seul un cheval pouvait passer. Mais par la suite, il ne s'éloigna plus de la route principale. Destrier était aussi excité que son maître par ce voyage insolite, et Caspian, bien que les larmes lui soient montées aux yeux au moment de dire au revoir au docteur Cornelius, se sentait plein de courage et d'une certaine manière heureux à la pensée qu'il était le roi Caspian, lancé à l'aventure, avec son épée à son côté gauche et la trompe de la reine Suzanne à son côté droit. Toutefois, lorsque le jour se leva avec quelques gouttes de pluie, et que, regardant autour de lui, il se vit entouré par des bois inconnus, des landes sauvages et des montagnes bleues, il mesura à quel point le monde était immense et singulier, et il éprouva avec un certain effroi le sentiment de sa petitesse. Dès que le jour fut complètement levé, il quitta la route et trouva, au milieu d'un bois, une clairière d'herbe haute où il pourrait se reposer. Il ôta la brique de destrier pour qu'il puisse brouter, mangea un peu de poulet froid, but du vin, et ne tarda pas à s'endormir. L'après-midi était très avancé lorsqu'il s'éveilla. Il goûta
et poursuivit son voyage, toujours en direction du sud, n'empruntant que des chemins non fréquentés. Il circulait à présent dans un pays de collines, avec des côtes et des descentes, mais beaucoup plus de côtes que de descentes. À chaque crête, il voyait les montagnes, devant lui, devenir plus imposantes et plus sombres. Quand le soir tomba, ils foulaient leur premier contrefort. Le vent se leva. Bientôt, la pluie tomba à torrents. Destrier s'agita, il y avait de l'orage dans l'air. Ils ne tardèrent pas à pénétrer dans une obscure forêt de pins qui paraissait interminable, et toutes les histoires que Caspian avait entendu raconter au sujet d'arbres hostiles à l'homme affluèrent à son esprit. Il se rappela qu'après tout il était un tel marin, un membre de la race qui abattit les arbres partout où elle le put, de la race qui était en guerre avec toutes les forces sauvages, et il avait beau être différent des autres tels marins, il ne pouvait pas s'attendre à ce que les arbres le sachent. Le vent se transforma en tempête, les bois mugissaient et craquaient tout autour de lui. Puis il y eut un immense fracas, un arbre tomba en travers de la route, juste derrière lui. « Du calme, destrier, du calme !» dit Caspian en caressant l'encolure de son cheval. Mais il tremblait lui-même et savait qu'il n'avait échappé à la mort que de quelques centimètres. Un éclair jaillit et un immense coup de tonnerre sembla déchirer le ciel en deux, juste au-dessus de leur tête. Destrier s'emballa pour de bon. Caspian était un excellent cavalier, mais il n'eut pas la force de retenir son cheval. Il se maintint en selle, mais il savait que sa vie était suspendue à un fil durant la course folle qui suivit. Les uns après les autres, les arbres surgissaient devant eux, dans les ténèbres, et n'étaient évités que d'extrême justesse. Et soudain, presque trop brutalement pour lui faire mal, et pourtant il eut quand même mal, quelque chose frappa Caspian en plein front, et il perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il était étendu dans un endroit éclairé par la lueur d'un feu. Ses membres étaient contusionnés, et il avait terriblement mal à la tête. Des voix chuchotaient non loin de lui. « Et maintenant, disait l'une d'elles, avant qu'il ne se réveille, nous devons décider ce que nous allons faire de lui. Le tuer, dit un autre. Nous ne pouvons pas le laisser vivre. Il nous trahirait. Nous aurions dû le tuer tout de suite, ou bien l'abandonner, dit une troisième voix. Nous ne pouvons pas le tuer à présent. Pas après que nous l'avons transporté ici, que nous lui avons bandé la tête, et tout et tout. Ce serait comme de tuer un invité. Messieurs, dit Caspian d'une voix très faible, quoi que vous me fassiez, j'espère que vous serez bons pour mon pauvre cheval. Votre cheval s'est enfui bien avant que nous ne vous trouvions, répondit la première voix, une voix étrangement rauque et caverneuse, comme Caspian le nota alors. Maintenant, ne vous laissez pas embobiner par ces belles paroles, dit la deuxième voix. Je répète, corne et crustacés, s'exclama la troisième voix. Bien sûr que nous n'allons pas le tuer. Tu n'as pas honte ni cabrique. Que dis-tu, chasseur de truffes? Que devons-nous faire? Je vais lui donner à boire, annonça la première voix, vraisemblablement celle de chasseur de truffes. Une forme sombre s'approcha du lit. Caspian sentit un bras se glisser doucement sous ses épaules, mais était-ce vraiment un bras? La forme ne semblait pas tout à fait exacte. La figure, qui était penchée vers lui, avait l'air un peu bizarre, elle aussi. Caspian eut l'impression qu'elle était très poilue, avec un nez démesurément long et de curieuses taches blanches de chaque côté de ce nez. « Ce doit être une sorte de masque, pensa-t-il. Ou peut-être ai-je la fièvre, et alors je délire. » Une tasse, contenant un breuvage chaud et sucré, fut approchée de ses lèvres et il se mit à boire. À ce moment, l'un des autres personnages tisonna le feu. Une flamme jaillit, et Caspian faillit pousser un cri de surprise lorsque la soudaine lumière éclaira le visage qui examinait le sien. Ce n'était pas celui d'un homme, mais celui d'un blaireau. Encore qu'il fût plus grand, plus aimable et plus intelligent que tous les visages de blaireaux que Caspian avait pu voir auparavant. Et ce blaireau avait parlé, cela ne faisait aucun doute. Il vit par ailleurs qu'il était étendu sur un lit de bruyère dans une caverne. Auprès du feu étaient assis deux petits hommes, barbus, tellement plus grossiers, plus poilus, plus costauds et plus trapus que le docteur Cornelius, qu'il sut aussitôt que c'étaient de vrais nains.
d'anciens nains sans une seule goutte de sang humain dans leurs veines. Et Caspian comprit qu'il avait enfin découvert les anciens Narniens, puis sa tête se remit à tourner. Les jours suivants, il apprit à les connaître par leur nom. Le blaireau s'appelait Chasseur de truffes. Il était le plus âgé et le plus aimable des trois. Le nain aigri et revêche, qui avait voulu tuer Caspian, était un nain noir, c'est-à-dire que ses cheveux et sa barbe étaient noirs, épais et drus, comme des crins de cheval. Il s'appelait Nicabrique. L'autre nain était un nain rouge, avec des cheveux qui ressemblaient aux poils d'un renard, et il s'appelait Trompillon. « Et maintenant, déclara Nicabrique, le premier soir où Caspian fut assez fort pour s'asseoir et parler, nous avons toujours à décider ce que nous allons faire de cet humain. Vous pensez tous les deux lui avoir accordé une grande faveur en ne me permettant pas de le tuer. Mais le résultat, je le crains, c'est que nous serons obligés de le garder prisonnier à vie. Je ne le laisserai certainement pas partir vivant pour qu'il retourne chez les siens et qu'il nous trahisse tous. »« Racine et Rigobon, Nicabrique !» s'écria Trompillon. « Pourquoi as-tu besoin de parler avec une telle aigreur ? Ce n'est pas de la faute de cette créature si elle s'est cognée la tête contre un arbre juste à l'extérieur de notre trou, et je ne trouve pas qu'elle ait une figure de traître. »« Dites donc, » interrompit Caspian, « vous ne savez même pas si j'ai envie de retourner chez moi. Je n'en ai nulle envie. Je veux rester avec vous si vous me le permettez. Toute ma vie, j'ai cherché à rencontrer des gens comme vous. »« Voilà la meilleure, » grommela Nicabrique. « Vous êtes un tel marin et un humain, n'est-ce pas ? Alors il est évident que vous devez avoir envie de retourner chez ceux de votre espèce. »« Eh bien, même si je le désirais, je ne le pourrais pas, » expliqua Caspian. « Je fuyais pour sauver ma vie, lorsque j'ai eu mon accident. Le roi veut me tuer. Si vous m'aviez tué, vous auriez fait exactement ce qu'il fallait pour lui complaire. »« Bien, bien, » dit Chasseur de truffes. « Vous m'en direz tant. »« Eh !» s'exclama Trompillon. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que vous avez fait, humain, pour mériter à votre âge la colère de Miraz ?»« C'est mon oncle, » commença Caspian. Mais Nicabrique sauta sur ses pieds, la main à son poignard. « Je vous l'avais bien dit !» hurla-t-il. « Non seulement c'est un tel marin, mais il est un proche parent de l'héritier de notre pire ennemi. Êtes-vous encore assez fou pour laisser cette créature vivante ?» Il aurait poignardé Caspian sur le champ si le blaireau et Trompillon ne s'étaient pas interposés, l'obligeant à se rasseoir et le maintenant de force sur son siège. « À présent, une fois pour toutes, Nicabrique, vas-tu te tenir tranquille ?» gronda Trompillon. « Ou serons-nous contraints, Chasseur de truffes et moi-même, de nous asseoir sur ta tête ?» À contre-cœur, Nicabrique promit de bien se conduire, et les deux autres prièrent Caspian de raconter toute son histoire. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un moment de silence. « C'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais entendue, » déclara Trompillon. « Je n'aime pas cela, » grogna Nicabrique. « Je ne savais pas que l'on racontait encore des histoires à notre sujet chez les humains. Le moins ils en savent sur nous, le mieux c'est. Et cette vieille nourrice, elle aurait mieux fait de tenir sa langue. Et tout est embrouillé avec ce précepteur, un nain renégat. Je les hais. Je les hais encore plus que les humains. Retenez bien mes paroles. Aucun bien ne sortira de cette histoire. »« Ne parle pas de choses que tu ne comprends pas, Nicabrique, » répliqua Chasseur de truffes. « Vous, les nains, êtes aussi inconstants et versatiles que les humains eux-mêmes. Je suis une bête, moi. Et qui plus est, un blaireau. Nous ne changeons pas. Nous tenons bon. Je déclare qu'un grand bien sortira de cette histoire. C'est le vrai roi de Narnia qui se trouve parmi nous, un vrai roi revenant au vrai Narnia. Et même si les nains l'ont oublié, nous les bêtes, nous nous souvenons que Narnia n'a jamais connu ni justice ni bonheur tant qu'un fils d'Adam n'était pas roi. »« Sifflet et serpentin, chasseur de truffes !» s'exclama Trompillon. « Tu ne veux tout de même pas dire que tu as envie de donner notre pays aux humains ?»« Je n'ai rien dit de pareil, » répondit le blaireau. « Ce n'est pas le pays des hommes, qui pourrait le savoir mieux que moi, mais c'est un pays dont le roi doit être un homme.
Nous les blaireaux avons la mémoire assez longue pour savoir cela. Et puis ma foi, le roi suprême Peter n'était-il pas un homme ? Crois-tu à toutes ces vieilles histoires ? Demanda Trompillon. Je vous le répète, nous ne changeons pas, nous les bêtes, répondit Chasseur de Truffes. Nous n'oublions rien. Je crois au roi suprême Peter et aux autres qui régnèrent à Carparavel. J'y crois aussi fermement qu'à Aslan lui-même. Aussi fermement que ça ? Aussi fermement que ça, sans doute, dit Trompillon. Mais qui croit à Aslan de nos jours ? Moi ? dit Caspian. Et si je n'avais pas cru en lui auparavant, j'y croirais maintenant. Là-bas, chez les humains, les gens qui riaient d'Aslan auraient ri des histoires de nains et de bêtes qui parlent. Quelquefois, je me demandais s'il existait vraiment un être comme Aslan, mais quelquefois aussi, je me demandais s'il existait vraiment des gens comme vous. Or vous voici. C'est juste, dit Chasseur de Truffes. Vous avez raison, roi Caspian. Et tant que vous serez fidèle à l'ancien Narnia, vous serez mon roi, quoi qu'en disent les autres. Longue vie à votre majesté. Tu me rends malade, blaireau, grommela Nicabrique. Le roi suprême Peter et les autres étaient peut-être des hommes, mais ils appartenaient à une autre race d'hommes. Celui-ci est l'un de ces maudits tels marins. Il a chassé à court des bêtes pour se divertir. N'est-ce pas ? Ajouta-t-il, s'en prenant soudainement à Caspian. Pour dire la vérité, oui, je l'ai fait, avoua-t-il. Mais ce n'étaient pas des bêtes qui parlaient. N'est-ce pas la même chose ? dit Nicabrique. Non, 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 dit Chasseur de Truffes. Tu sais que ce n'est pas la même chose. Tu sais très bien que les bêtes de Narnia de nos jours sont différentes. Elles sont devenues les pauvres créatures muettes et sans intelligence que l'on trouve à Calormen ou à Telmar. Elles sont plus petites aussi. Elles diffèrent beaucoup plus de nous que les demi-nains de vous. Il y eut encore de longues discussions, mais elles se terminèrent par un accord. Caspian devait rester, et même une promesse, dès qu'il serait capable de sortir, on l'emmènerait voir ce que Trompillon appelait les autres, car apparemment, dans ces régions sauvages, toutes sortes de créatures de l'ancien temps de Narnia continuaient à vivre en se cachant.